Le Keren Yesod Provence-Languedoc a un nouveau président, Stéphane Pontieux, investi officiellement le 29 avril prochain. Nous l'accueillons aujourd'hui sur nos ondes, l'occasion pour lui d'évoquer ses projets pour la région et de nous parler de la campagne lancée par l'institution pour Pessard. Bonjour à vous. Bonjour Magali, bonjour à vos auditeurs. Alors effectivement, à l'heure du chacun pour soi, j'ai choisi de rejoindre le Keren Ayesod afin d'essayer de partager ce que j'ai eu la chance de recevoir. Je suis Marseillais d'origine, j'ai 51 ans, je suis marié avec une Alsacienne. Alors bon, l'Alsace et Marseille, c'est un peu incompatible. Alors j'ai été obligé de quitter Marseille pour Aix-en-Provence. C'est pas bien moi parce que ma femme a eu du mal à se faire à Marseille, alors que c'est une ville que j'adore. Et moi, je travaille dans le bâtiment et l'immobilier. J'ai créé un petit groupe et on a 4 enfants qui ont entre 14 et 22 ans. Alors, parmi toutes les institutions liées à Israël, vous avez fait le choix de vous tourner vers le Keren Yesod. Pour quelles raisons? Alors, d'abord, l'engagement philanthropique, c'est aussi le résultat d'une fibre altruiste dans ma famille. Et j'ai choisi de me tourner vers le Keren Ayesod pour deux raisons. La première, elle tient au fait que le Keren Ayesod est une organisation laïque et dont l'universalité de l'action me touche, c'est-à-dire qu'elle touche tous les habitants d'Israël sans aucune distinction d'origine, de race, de religion, d'ethnie. Et la deuxième, elle tient au fait que les valeurs d'engagement, d'effort et de lutte qui ont toujours été celles du Keren Ayesod pour poser les bases de la fondation de l'État d'Israël sont également celles que j'ai eu la chance de recevoir de mes parents et de mes grands-parents. Voilà. Chez moi, rejoindre une association comme le Keren, c'est en fait une volonté de sortir des sentiers battus, de bousculer mes habitudes et puis surtout de m'engager pour une cause à laquelle je crois fondamentalement. C'est en effet une institution majeure dans l'histoire d'Israël. Alors, quel projet souhaiteriez-vous mettre en œuvre pour cette nouvelle mandature? Alors à Marseille, je suis arrivé à la demande, à l'invitation de Bertine Nahas, qui est la déléguée générale d'Israël pour le sud de la France, et j'ai rencontré un groupe, un noyau dur de militantes et de militants, parce que je tiens à le souligner, il y a quelques hommes, donc j'invite par le biais de vos ondes les hommes qui seraient intéressés à rejoindre notre action vraiment à ne pas hésiter à le faire. Il suffit de taper Keren Ayesod sur un moteur de recherche, vous trouverez un numéro de téléphone très facilement et on vous mettra en contact avec moi ou avec Bertine. Donc, messieurs, mesdames, si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. Et on a donc un noyau de militants très, très actifs. Pour l'année qui vient et celle d'après, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que les événements, quand on veut faire des événements qui touchent, il faut vraiment s'y prendre très en avance. On a eu la chance, je pense que vous l'avez vu, d'accueillir Yola Reitman il y a quelques semaines Tout à fait. à J'ai une l'ULIF. interview à ce sujet. Voilà, l'ULIF nous a très gentiment mis à disposition ses locaux. Cette interview a été, cet entretien avec Yola Reitman, qui est une des Amazones du Mossad, a été un succès auquel on a été surpris. On a refusé, mais au moins 50% de participants, on a malheureusement été obligé de les refuser. Alors, au Camp des Milles, on a l'une de nos militantes qui est en train de préparer un très grand événement en relation avec la Fondation pour la mémoire de la Shoah. L'objectif est d'utiliser les infrastructures du Camp des Milles, où il y a un véritable musée qui explique toute la décrépitude des sociétés et leur radicalisation et leur transformation en dictature, mais aussi de proposer à nos invités, parce qu'on vise un événement à 400 personnes, de faire venir une célébrité, un très grand acteur, mais très connu en France. On en a deux ou trois comme objectif. Ça se passera l'année prochaine. Et que cet acteur nous présente un petit peu sa vision des choses.
Après, on a un autre événement qui va arriver beaucoup plus tôt, qui va se faire cette année, d'ici quelques semaines, où on a l'une de nos militantes qui organise un marché des artisans sur le modèle des marchés des souks israéliens qu'on peut retrouver à Tel Aviv ou à Jérusalem, comme le Mahan Yehuda, avec un regard sur la création israélienne contemporaine. Et on prépare un très bel événement au Grand Théâtre de Provence qui aura lieu vraisemblablement mi-2024 avec sur la thématique des violons de la Shoah, c'est-à-dire qu'on a une autre de nos militantes qui notre comité s'organise en petits groupes et l'objectif est justement de faire venir ces fameux violons et d'organiser avec des musiciens locaux une représentation au Grand Théâtre de Provence qui pourrait être ouverte à un format de 1300 à 1400 personnes. Voilà, autant vous dire qu'on est bien occupé pour les années à venir. De nombreux rendez-vous à venir. Oui, Et alors, depuis l'an exactement. dernier, les programmes proposés par le Keren Hayesod sont en priorité destinés aux Juifs ukrainiens, naturellement. L'État israélien ne peut à lui seul assumer cette aide. Pour répondre aux besoins de ces réfugiés, quel programme proposez-vous? Alors, on a au sein du Keren Hayesod, effectivement, on s'est retrouvé depuis février 2022 avec la nécessité d'intégrer plus de 75 000 personnes. 75 000 personnes à l'échelle d'un État comme Israël, ça représente environ 500 000 personnes à l'échelle d'un État comme la France. Donc c'est énorme. C'est énorme, c'est quasiment 1% de la population à intégrer. Et on a deux axes principaux, c'est-à-dire qu'on a des centres d'intégration qui nous permettent d'accueillir les nouveaux immigrants qui arrivent dans des situations d'urgence, dans lesquelles on leur propose un logement, surtout évidemment l'apprentissage de l'hébreu via les ulpanim, parce que c'est une réussite indiscutable, et puis un accompagnement par un personnel spécialisé des nouveaux immigrants dans toutes les étapes de leur intégration en Israël. Donc recherche de logement, cursus d'études ou validation des acquis d'expérience, en fait, une sorte de VAE qui leur permet de trouver un métier qui leur convienne dans la société israélienne. Oui, une alia d'urgence qui représente beaucoup de changements, sans oublier le traumatisme lié à la guerre. Alors, avez-vous des nouvelles des familles ukrainiennes parties en Israël? Se sont-elles bien intégrées? Alors oui, on a des nouvelles de ces familles, on a des témoignages, que ce soit des témoignages de familles ou que ce soit des témoignages de jeunes qui se sont intégrés en Israël. Et je pense notamment à deux sœurs qui ont bénéficié du programme Kadima. Grâce à ce programme, alors les jeunes, c'est sûr que quand on est jeune, c'est plus facile même si le déracinement constitue un traumatisme, les jeunes ont des capacités d'adaptation qui sont complètement différentes de celles de personnes de mon âge, par exemple. Hein. Et on a l'exemple de deux jeunes femmes là, qui se sont parfaitement intégrées via le programme Kadima. Le programme Kadima, c'est un programme entre guillemets express hein, qui a permis la prise en charge de ces jeunes immigrants arrivés d'Ukraine et de Russie pendant la guerre, qui ont étudié l'hébreu dans un ulpan intensif et qui ont fait, parce que l'un des excellents vecteurs d'intégration dans la société d'un pays, et on le voit en France malheureusement avec la disparition du service militaire, c'est justement de faire l'armée. Et en Israël, on a préparé ces tout jeunes gens, via le programme Kadima, à s'intégrer le plus rapidement possible dans la société israélienne et à participer pendant 2 ans pour les femmes et pendant 3 ans pour les hommes au service militaire qui va les baigner directement dans la réalité et via leurs futurs concitoyens. Et ça, c'est un excellent système. Oui, c'est l'Ukrainien. Voilà. Malheureusement, ça a un coût, tout ça. Tous ces programmes ont un coût et je voudrais le rappeler un petit peu à vos auditeurs, c'est que l'intégration d'un nouvel immigrant qui est arrivé dans l'urgence, c'est environ 6 300 € par an. Et puis après, on leur permet aussi de s'intégrer à plus long terme. D'acquérir de nouvelles compétences. Voilà, d'acquérir de nouvelles compétences, exactement. Et là-dessus, on a un autre programme qui nous permet justement dans différentes filières, il y a plus de 11 filières qui sont
qui sont soutenus par le Keren Ayesod. Je vous donne des exemples, hein, ça peut être de la médecine, de l'électrotechnique, l'éducation, des arts culinaires. Et ça, ce programme qui s'appelle Une profession pour la vie, ça a un coût d'environ 4 000 € par an. Et on est vraiment dans ce qui est le plus important, c'est-à-dire l'objectif, c'est d'assurer à ces nouveaux immigrants une transition réussie vers une nouvelle vie en Israël. Et tout au long de son histoire, Israël a démontré son extraordinaire capacité à intégrer des millions de nouveaux immigrants, hein. Je vous donne un exemple, il faut quand même le rappeler. Il y a actuellement 12 fois plus d'habitants en Israël en 2022 qu'il y en avait en 1948 au moment de la création de l'État d'Israël. 12 fois plus. 12 fois plus. C'est comme si en France, il y avait 360 millions d'habitants, pour vous donner une idée, alors que nous sommes aujourd'hui un peu moins de 70 millions d'habitants. Donc ça, c'est vraiment l'une des marques de fabrique d'Israël, c'est que tout au long de son histoire, elle s'est appuyée sur la solidarité des communautés juives dans le monde entier pour intégrer des millions de nouveaux Israéliens. Voilà, je voulais vraiment insister là-dessus et demander le soutien de vos auditeurs. Oui, et le Keren Ayesod fait en sorte que les jeunes olim arrivés d'Ukraine puissent développer leur identité juive. Et vous avez, semble-t-il, un programme dédié. Alors, il y en a plusieurs. Il y a celui du Keren Ayesod qui vient d'être mis en place, qui s'appelle Yesodot. C'est une formation complémentaire qui permet aux enfants et aux adolescents vivant dans des centres d'intégration de les aider à s'intégrer dans la société israélienne avec un soutien intensif en mathématiques et en hébreu. Et surtout, on a mis en place via le Keren Ayesod des summer camps, des camps d'été, des colonies de vacances, hein, qui leur permettent de mieux connaître Israël, de renforcer leur identité. Et on sait que les enfants doivent faire l'objet d'une prise en charge particulière, hein, être scolarisés, changer d'un système scolaire pour passer dans un autre système scolaire, dans une autre langue, dans une autre écriture. On sait que c'est d'une complexité extraordinaire, mais les enfants, ils ont beaucoup plus de neurones que nous et ils sont capables de le faire assez rapidement. Et l'objectif, justement, c'est d'être accueillis à la fois dans ces Ulpan Kibbutz, mais aussi de ne jamais les lâcher, entre guillemets, dans la nature et de les prendre en charge dès qu'ils quittent l'école, dès que l'école est terminée, dans des camps d'été qui sont axés à la fois sur des activités de loisirs, mais aussi sur des méthodes informelles, éducatives, hein, d'instruction. Oui, absolument. Et puis de lutte contre le stress post-traumatique que le déracinement représente pour ces jeunes générations. Et donc voilà, donc ces actions symbolisent une fois de plus l'unité du peuple juif essentielle de nos jours. Et je voulais insister également, donc on peut donc faire un don pour les bonnes œuvres du Keren Ayesod, et on peut également donner en fait par l'intermédiaire de legs. Alors absolument, le Keren Ayesod est habilité à recevoir des legs. Ça veut dire que lorsque vous souhaitez organiser votre succession, vous pouvez tout à fait, de manière par voie testamentaire, désigner le Keren Ayesod comme bénéficiaire d'une partie de vos biens ou d'un contrat d'assurance vie, ou sans déshériter vos propres enfants, hein, parce que j'insiste bien là-dessus, mais l'avantage de faire un leg, c'est que le Keren étant habilité à recevoir des legs, ces legs sont nets d'impôts. Hein, contrairement à une donation classique à un tiers qui pourrait être taxé à hauteur de 65%, les dons que recevrait le Keren Ayesod sont nets d'impôts. Donc vous pouvez tout à fait prévoir dans vos dispositions testamentaires une petite partie de qu'une petite partie de votre patrimoine puisse revenir à Israël et à soutenir une action en particulier, puisque nous avons des tas de programmes dans la société israélienne. C'est net d'impôts, en effet. Enfin, il y a eu un petit problème de connexion, donc je le répète. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Stéphane Pontieux pour cette interview qui permettra, je l'espère, de récolter de nombreux dons. Eh bien, écoutez, merci Magali et merci à Radio JM de nous laisser un temps d'antenne pour expliquer nos actions et nos objectifs. Je vous souhaite une bonne journée.
C'est normal. Bonne journée à vous. Merci, au revoir. Au revoir. La crise sanitaire inédite a obligé les entreprises à repenser leur modèle de fonctionnement. C'est dans ce cadre qu'est paru le livre blanc 2023, L'entreprise face aux nécessaires transitions, état des lieux et conditions de la réussite pour une entreprise humaine et performante. Des préconisations éditées par le Lab RSE Innovation, responsabilité sociale des entreprises, dont le fondateur Philippe Girard est aujourd'hui notre invité. Bonjour à vous. Bonjour. Pourriez-vous tout d'abord nous expliquer en quoi consiste le Lab RSE, lab qui s'est illustré particulièrement pendant la pandémie? Tout à fait. Alors, le Lab RSE, c'est un long cheminement. Moi, ça fait plus de 19 ans que je travaille dans la responsabilité sociétale des entreprises, grâce au trophée RSE. J'ai été connu par ça. Mon travail, c'était citer pour inciter. Citer ce qui marche, pour inciter les entreprises à suivre l'exemplarité de ce qui marche. On arrête les discours, on le montre par l'exemplarité. Ça fait 19 ans et fort de cette expérience, on a voulu réunir un écosystème dans le Lab RSE Innovation dont la fonction est de repérer ce qui marche, de diffuser ce qui marche et d'infuser les bonnes pratiques dans les entreprises. Voilà. Oui, on peut dire que vu ce qui s'est passé pendant la pandémie, vous avez été un visionnaire. C'est ça. Et c'est pour ça que la DRETS nous a demandé de dire, il y a des entreprises certes qui sont en plein marasme, mais il y a des entreprises qui réussissent mieux que les autres. Qu'est-ce qu'elles ont, ces entreprises, pour mieux réussir que les autres? D'accord. Alors pendant la crise sanitaire, certaines entreprises ont mieux réussi que d'autres. Dans le livre blanc que vous avez co-rédigé avec la DRETS, donc je rappelle Direction régionale de l'économie, emploi, travail et solidarité, vous évoquez la résilience des entreprises et de plus en plus les entreprises à rebond. Expliquez-nous. En fait, au début, on s'est demandé comment on va qualifier ces entreprises qui réussissent mieux que les autres. Qu'est-ce qu'elles ont de plus? Et donc on s'est dit, tiens, c'est des entreprises résilientes, mais le mot résilient fait tout de suite penser à Boris Cyrulnik, les camps de concentration. Et d'ailleurs, vous l'évoquez dans le livre blanc. Exactement, donc c'est pour ça qu'on a dit, c'est peut-être pas forcément la meilleure formule. Aujourd'hui, on l'emploie à tort et à travers, et je pense qu'on doit avoir du respect pour ce mot-là, par rapport à ce que ces gens ont vécu. Voilà. Donc la DRETS a dit, non, on va appeler ces entreprises à rebond. Et donc en fait, de quoi est constitué ce rebond? En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est d'essayer d'identifier qu'est-ce qu'elles ont en elles, qu'est-ce qu'elles portent en elles comme substance sociale, environnementale, sociétale ou plus, qui leur permet de mieux faire que les autres. Oui, et vous expliquez d'ailleurs dans ce livre blanc que le défi majeur des entreprises, ça n'a pas été seulement d'affronter la pandémie, mais bel et bien de s'adapter aux transitions, en particulier numériques et écologiques. Alors oui. Et en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'au départ, l'étude, c'était de dire, il y a des boîtes qui réussissent mieux pendant la Covid, qu'est-ce qu'elles ont de plus pour réussir à faire face à la Covid ? Ou en tout cas à tout le marasme et à toutes les difficultés qu'ont entraîné la Covid. Et très vite, on s'est aperçu que les recettes qu'elles ont mises en place ne sont pas des recettes mises en place par rapport à la Covid, mais elles sont mises en place par rapport aux transitions qui arrivent, quoi. Elles ont mis en place un système qui les rend plus fortes pour faire face à toute adversité, à toute difficulté. Voilà. Oui, on peut dire que ces deux dimensions, écologique et numérique, ont d'une incidence majeure sur l'organisation des entreprises. Oui, mais par exemple, le numérique, vous avez plein d'entreprises qui avaient déjà amorcé le télétravail. Qui avaient déjà amorcé donc une manière de travailler différente avec des outils différents. Mais donc, ça l'a confirmé un petit peu plus. Donc quand la Covid est arrivée, eux, ils n'ont pas été impactés ou très peu impactés puisqu'ils avaient déjà pensé à ça. Voilà. La responsabilité sociétale des entreprises, c'est l'anticipation des risques. Et en fait, la majorité des entreprises qui ont réussi à faire face aux difficultés que posait la Covid sont des boîtes qui anticipent. Et la question, c'est comment elles font pour anticiper? Pourquoi elles anticipent et pourquoi d'autres n'anticipent pas? Tout à fait. Alors, les travaux conduits par diverses entreprises ont permis d'établir que la réussite d'une entreprise dépend de plusieurs facteurs. Un nouveau concept revient fréquemment, celui des entreprises apprenantes. Pourriez-vous nous définir ce que l'on entend par là? Alors, les entreprises apprenantes, je vais vous lire la définition, c'est une organisation qui met en place une culture, des comportements et des process pour favoriser le développement des compétences de chacun. Voilà, parmi les grands principes qui la constituent, il y a celui de l'ouverture à son écosystème qui apparaît comme le plus important pour les entreprises interrogées. Voilà. Et puis ensuite, il y a des effets d'accélérateur qui ont pu être identifiés, comme le statut de l'entreprise, les labels détenus, le profil du dirigeant, etc. Voilà. On parle même de nouveaux contrats sociaux. Oui, alors une entreprise apprenante, en fait, tout simplement, c'est celle qui est toujours en marche. C'est celle qui se repose jamais sur ses lauriers et qui met en place tout un système pour faire face à toutes ces difficultés. Et donc, pour faire face à ces difficultés, ils doivent développer les compétences de leurs salariés.
s'ils ne développent pas les compétences de leurs salariés, celle-ci est moribond. L'OCDE a défini les 4 compétences du XXIe siècle, qui sont la pensée critique. Donc, est-ce que vous imaginez comme on est loin aujourd'hui dans l'entreprise de ce développement de la pensée critique? Parce que qui dit pensée critique dit être capable d'être confronté à des regards différents de la part de ses parties prenantes sur son entreprise. Quel patron a envie que les gens portent un regard différent ou un regard opposé? Voilà. Et quand ils le portent, qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire pour l'accepter ou le prendre en compte? Voilà. Et en fin de compte, beaucoup cherchent à masquer, cherchent à protéger, mais les choses se voient en fait. Et les boîtes qui sont à rebond sont des boîtes qui sont prêtes et qui ont mis en place des dispositifs de pensée critique. Voilà, qui ont mis en place, donc je vous ai parlé de 4 compétences. La deuxième, c'est la collaboration. La troisième, c'est la communication. Et la quatrième, c'est la créativité. Voilà. Si vous développez ces compétences-là dans une entreprise, d'accord, vous permettez à vos salariés d'avoir ce qu'on appelle les compétences du XXe siècle, mais d'être agile, en fait, et de vous protéger vous-même en tant qu'entreprise. C'est-à-dire que cette peur que vous avez de donner ça à vos salariés vous permet au contraire d'avoir des salariés ou des parties prenantes qui vont inventer le monde de demain. Voilà. Quand vous avez la pensée critique, c'est pas forcément uniquement pour critiquer. Les syndicats ont la pensée critique. Or, beaucoup d'entreprises travaillent avec les syndicats, ils arrivent quand même à bien travailler avec eux, parce que justement, c'est le partage des idées et la confrontation des idées qui leur permettent d'inventer et de créer les outils, les contrats, les projets qui permettent à l'entreprise de prendre de l'avance. J'entends bien ce que vous dites. Alors la crise sanitaire a fait émerger une nouvelle dimension, celle du sens. Mais vous voulez aller au-delà et parler de conscience. Oui, parce que en fait, pendant très longtemps, faire de la responsabilité sociétale des entreprises, je rappelle que c'est avoir une responsabilité sociale, environnementale et sociétale. Les gens disaient, c'est une question de bon sens. Faire en sorte que ses salariés soient heureux, c'est du bon sens. Faire en sorte de respecter la planète et l'environnement, c'est du bon sens. Être acteur de son territoire, c'est du bon sens. Mais avant, on n'y prenait pas toujours attention. Non, mais voilà, sauf qu'il y a plus que du bon sens. Parce qu'aujourd'hui, si c'était du bon sens, énormément d'entreprises le feraient. Or, toutes ne le font pas. Et ensuite, il faut questionner le sens. La personne qui travaille chez Monsanto trouve peut-être du sens à travailler là-bas, parce qu'elle va se dire qu'elle protège beaucoup d'agriculteurs aussi, et peut-être parce qu'elle gagne un bon salaire. Donc ça veut dire qu'à ce sens, il faut ajouter de la conscience. François Rabelais disait « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Nous, j'ai inventé « Sens sans conscience n'est que ruine de l'entreprise ». Alors cette crise sanitaire a accéléré les changements de manière inédite, montrant qu'un modèle en vigueur n'est jamais figé. Ne faudrait-il pas être capable à l'avenir de dépasser avant tout les peurs et les égos qui conduisent à l'immobilisme? Vous touchez le point spécial, c'est qu'est-ce qui fait qu'une entreprise n'a pas justement envie de créer de l'esprit critique dans son entreprise, n'a pas envie de développer la communication, n'a pas envie de développer la créativité, la collaboration? C'est justement souvent les peurs. C'est les peurs des chefs d'entreprise d'être remis en question. C'est la peur de ne pas savoir comment faire. Dans les écoles de management, on disait il faut suffisamment en dire pour en rassurer et pas trop pour pouvoir contrôler. Ça, c'est terminé. Et tous les chefs d'entreprise qui sont dans cette vision-là, ils ont beaucoup de soucis à se faire parce que aujourd'hui, on a besoin de transparence, on a besoin de clarté, on a besoin que les gens assument. On peut pas faire croire des choses à des gens. Ils le voient, soit ils le voient à l'intérieur, soit ils sont dénoncés par Internet et par les lobbies qui sont autour. Voilà, donc aujourd'hui, l'entreprise n'a plus le choix d'assumer. Mais la première personne qui doit assumer, c'est le patron, et le patron doit assumer ses choix, sa vision, ce qu'il est, ses limites aussi. On a tous des limites. Il doit assumer ses vulnérabilités. Parce que comment il va faire en sorte pour trouver des gens qui vont pouvoir y répondre ? Et c'est le problème des psys. C'est-à-dire vous avez une vie qui se gâche parce que vous voulez pas voir vos points aveugles. Mais vos points aveugles vous rattrapent et ils vous donnent des insomnies, ils vous donnent mal au ventre, ils vous donnent mal au dos, etc. Une entreprise, c'est exactement la même chose. Si le chef d'entreprise, ou en tout cas le corps qui la constitue, ne veut pas voir ses faiblesses en les renforçant, en parlant, en trouvant des dynamiques qui leur permettent de pouvoir y faire face, c'est une politique d'autruche qui l'amène droit dans le mur. Et les gens qui sont sur le bateau, ils n'ont pas envie de rester sur le bateau, parce qu'ils voient bien qu'il n'y a plus personne pour diriger le bateau, ou que quand on leur dit « oui, vous inquiétez pas, on sait où on va », les gens savent très bien qu'ils ne savent pas où ils vont.
Ça fait sens tout ce que vous dites. Ben, j'espère. Espérons que votre livre blanc sera lu par beaucoup de monde dans le monde de l'entreprise. Je mentionne le site du lab rseinnovation.com. Tout à fait. On peut le télécharger, il est gratuit et voilà. Eh bien, merci beaucoup Philippe Girard. Merci à vous.